Organiser, préparer, informer. Alexandre Dubé. Alors, hier soir, il y avait un exercice qui était important, c'est-à-dire le chef du SPVM, Fadi Daguerre, qui répondait aux questions du public depuis les allégations extrêmement troublantes qui ont été rendues, mises au jour, impliquant le poste de quartier 39. On est à Montréal-Nord, une équipe qui a été démantelée pour des allégations de gestes racistes, là, certains qui auraient même collectionné les cheveux de membres de communautés culturelles comme trophée. Le directeur du SPVM est avec nous ce matin. Bonjour, M. Daguerre. Bon matin, M. Dubé. Revenons un peu sur ce qui s'est dit là, hier, parce que les gens en avaient lourd sur le cœur. Il y a des gens qui vous ont exprimé de la peur, une rupture de confiance. Comment vous avez trouvé d'abord, dans un premier temps, l'exercice? L'exercice était quand même difficile parce que c'était 4h20, de 6h à 22h30, à 22h20. Le problème, je trouvais que la formule était difficile, mais on n'avait pas le choix. On voulait avoir le plus de commentaires possible. Donc, 1 minute et demie de questions, 1 minute et demie de réponses. C'est difficile d'établir un lien, un dialogue, une relation d'échange avec les personnes. Beaucoup d'émotions, vous avez raison. Beaucoup d'émotions, beaucoup de frustration, parfois de la rage. Je m'y attendais. Et j'ai quand même apprécié l'exercice, malgré que je leur ai dit que ce soir, j'ai pas d'annonce à vous faire particulière. Par contre, au mois de novembre, je vais co-construire la réponse et je vais vous revenir au mois de novembre à la CSP avec un retour beaucoup plus concret, avec des actions concrètes. Mais il faut comprendre aussi que j'ai fait durant tout l'été ma visite sur le terrain, à Montréal-Nord et ailleurs. Mmh. Et les gens me l'ont dit clairement aussi, contrairement un peu à ce qui s'est passé hier soir. Merci d'avoir posé le geste envers ces policiers-là, mais on veut continuer à travailler avec la police. Donc, on est vraiment rendu ailleurs. On a beaucoup évolué. Cela ne veut pas dire que je minimise ce qui a été dit hier, mais pas du tout. Je le respecte énormément. Par contre, je vois quand même qu'on évolue, on avance dans la bonne direction. Hier, c'était quand même assez marquant là, de voir les témoignages et surtout le souhait que les choses changent. Mm-hmm. Mais ça se fait pas en 2-3 semaines, un changement de culture, M. Daguerre. Là. C'est justement ce que j'ai mentionné, puis j'étais très transparent et honnête, puis parfois ça fait pas l'affaire des gens. Je leur ai dit, ça prend entre 7 ans et 10 ans. Et un changement de culture, ça veut pas dire que le SPVM est malade. Ça veut dire que dans n'importe quelle organisation, y compris la vôtre, quand on amène un changement, l'humain, naturellement, veut saisir, veut comprendre pourquoi, et que ça amène, il faut qu'il y ait un sens à ce qu'on amène. Un changement de culture, c'est changer les routines, changer les habitudes, et ça, même avec des billets, conscients, inconscients, ça prend du temps. Et c'est ce que je leur ai expliqué hier, c'est que je suis pas là pour vous annoncer, puis c'est pas un one-man show, et surtout pas le mien. Ça va être beaucoup plus une question de travailler ensemble. Il y aura des moments difficiles, ça va être long, je vous le dis à l'avance. Mais est-ce qu'il y a un problème de racisme systémique au SPVM ou c'est un cas isolé, ce sont des gens qui ont posé des gestes complètement inacceptables ou c'est plus répandu qu'on pourrait le penser? Dans le cas qui nous concerne, dans le PDQ 39, sur le groupe 1, parce qu'il y a 7 groupes, au poste 39, je les ai rencontrés, je peux vous dire, vous avez d'excellents policiers, policières au SPVM, y compris au poste 39, des gens qui s'investissent depuis 20 ans dans ce poste-là. Franchement, ils ont toute mon admiration. Dans le cas qui nous concerne, c'est une sous-culture qui s'est développée dans un groupe. Et dans ce groupe-là, ce n'est pas les 16 qui sont impliqués. Il faut bien le mentionner. Présentement, le 12 juin, on avait suspendu 2 personnes. Le 16 juin, on a suspendu une 3e personne. Les 13 autres, pour l'instant, sont déplacés pour qu'on s'assure que tout est correct. Si on n'a rien à leur reprocher, ils vont revenir travailler. Dans ce groupe-là, ces 3 personnes-là ont décidé consciemment de poser des gestes extrêmement graves. Et c'est eux que je parle de racisme. Eux ont un enjeu de racisme pur. Écoutez, ce qui est allégué est très, 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 très grave. Il n'y a pas un policier qui n'a pas honte, qui ne se sent pas trahi, qui ne se sent pas... c'est ça, c'est des policiers qui sont... J'ai rencontré tous mes policiers du poste 39, la plupart. Ils n'en reviennent pas. Ils disent, ça se peut pas.
ça existe dans nos rangs. C'est parce que ça porte ombrage aussi à toute la À profession. toute la profession, Il y a un lien de confiance qui est brisé à ce moment-là. On est rendu où dans cette enquête-là? Parce qu'il y a même le DPCP, le directeur des poursuites criminelles et pénales, qui a le dossier sur le bureau. Est-ce qu'il y aura des accusations? Non, c'est ça. Il a une partie du dossier parce qu'on continue à envoyer des compléments d'enquête. On continue à envoyer de l'information au DPCP. Le DPCP attend que je termine, pas moi, mes enquêteurs terminent toute l'enquête et qu'on puisse l'envoyer le dossier au complet. Donc, on espère que d'ici quelques semaines, on aura tout terminé. Et là, à ce moment-là, le DPCP va analyser la qualité de la preuve et va décider s'il va pouvoir porter des accusations criminelles. La mairesse de Montréal, Soraya Martinez-Ferrada, n'était pas là hier soir. Trouvez-vous ça bizarre? Mais écoutez, moi, je faisais face à la commission, surtout à la commission et la présidente de la commission, Mme Soraya, était représentée par M. Jim Bass. Je ne peux pas répondre pour elle. Moi, ce qui est important, c'est que je puisse être imputable et répondre aux questions de la population et surtout devant la CSP. Je sais que la Commission de la sécurité publique va faire des recommandations à la mairesse et à ce moment-là, elle devra poser des gestes par la suite. Mais c'est juste que la mairesse, dans différentes entrevues, a fait toutes sortes de commentaires là, sur le profilage racial. Est-ce que même des gens de sa propre famille en sont victimes? Sa famille est-tu ciblée? Qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai vu des articles qui sont sortis tout récemment par rapport à des membres de sa famille qui ont reçu des contraventions. Le profilage racial, je l'ai dit, il existe. J'en ai moi-même fait et j'en ai moi-même été victime. Donc, c'est pour ça que je suis très conscient de ce qu'est le profilage racial. Maintenant, dans le cas particulier des membres de sa famille, on a vu certains articles sur les excès de vitesse et tout. Je vous dirais que les policiers travaillent sur des infractions. Dans le cas qui nous concerne, c'est des infractions qui ont été commises et il y a eu il y a personne qui est au-dessus de la loi, voilà. Donc, les policiers ont fait leur travail. Comment on va changer l'approche sur le terrain? Vous avez parlé que ça allait prendre de nombreuses années. Quelles actions vous allez pouvoir faire pour rétablir ce lien de confiance-là? Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que il y a eu plein d'actions qu'on a mis auparavant. Ça fait 10-15 ans qu'on fait des formations et tout. Je ne suis pas un fervent croyant des formations traditionnelles dans une salle. Je suis beaucoup plus fervent de formation dans l'action, dans l'immersion, dans la communauté. Les actions concrètes que je vais pouvoir annoncer au mois de novembre vont ressembler beaucoup à des actions qui sont proposées par les partenaires. Est-ce que ça sera de la vigie sur le terrain? Est-ce que ça sera de l'immersion dans les communautés par les policiers du poste 39 et d'autres policiers? Est-ce que ça sera des comités mis en place pour avoir une meilleure compréhension de qu'est-ce qui se passe au sein du poste? Plein de recommandations que j'en ai reçues d'une douzaine de groupes communautaires que j'ai rencontrés. Et ce sont ces recommandations-là que je vais les analyser un par un afin de rétablir le lien de confiance, particulièrement dans ce secteur-là. Comment cette tension elle est vécue au sein même des forces de l'ordre? C'est-à-dire, est-ce que vos policiers vous disent, parfait, M. Daguerre, c'est vrai qu'il faut changer une certaine culture, une certaine mentalité par endroit, ou là, il y a des policiers qui ont peur de faire leur travail, de faire un faux pas, de faire une interpellation, que ce soit mal interprété, que ça se retrouve dans les médias. Comment c'est vécu? C'est une excellente question parce que comme chef de police, chef des troupes, directeur pour les citoyens, il faut qu'on ait un équilibre. Il faut vraiment s'assurer qu'il n'y ait pas une démobilisation policière, que le policier, si le crime est à droite, continue à regarder à droite et l'adresser. Lors de mes rencontres sur les troupes sur le terrain, ils m'ont adressé un peu cette parole-là. J'ai dit, écoutez, que je ne veux pas voir un policier qui hésite à aller vers une personne qui pose un geste, une infraction, quoi que ce soit. Au contraire. Mais tout est dans l'explication, tout est dans l'échange, dans l'interaction avec les citoyens. C'est comment on leur parle, comment on échange avec eux. Donc, ce que je souhaite, ce que je leur ai dit, continuez surtout à travailler et surtout à continuer à travailler. Mais c'est la manière qu'on le fait. C'est ça qui est très, très important dans l'approche. Je vous dirais que et ce que je m'attends de la part de mes policiers, c'est de continuer à travailler au niveau de la criminalité, parce que regardez, on est à moins 56% de fusillades à Montréal. Le bilan, c'est 1 milliard. Là. Le bilan est excellent. Moins 30-35% de vol de véhicules moteurs. Elle est à 50% de meurtres, donc beaucoup moins que l'année dernière pour l'instant. Les policiers font un travail remarquable. Et ça, là, ils ont toute mon admiration. Continuez, il ne faut surtout pas se démobiliser. Donc, il faut que je trouve un équilibre entre
continuer la mobilisation policière à travailler et aussi rassurer la population qu'on fait du bon travail. Il y a une sous-question à ce qu'Alex vient de vous poser sur la messagerie texte où il y a quelqu'un qui se demande si l'attitude envers les policiers, l'attitude des gens sur le terrain, est-ce qu'elle va changer? On parle du quartier, mais aussi les policières qui se sont fait insulter. Entre autres, on a vu des vidéos virales. Donc, plusieurs se demandent est-ce qu'il y en a qui vont finir par changer d'attitude et à respecter l'autorité? Bon, premièrement, merci de la question pour les infractions, surtout au niveau du règlement municipal pour les insultes. J'ai demandé à la mairesse et à la ville de Montréal, s'il vous plaît, donnez-nous cet article-là. Je veux que les policiers puissent l'avoir comme certaines autres villes à Montréal, au Québec, pour qu'on puisse sévir sur les personnes qui nous insultent, comme les vidéos dont vous avez vues. Bizarrement, et là je veux pas devenir émotionnel, mais le 12 juin, lorsqu'on est sorti sur les suspensions des policiers, 10 jours plus tard, j'ai perdu un de mes policiers, Mohamed. Et c'est vraiment particulier comme feeling parce qu'en 10 jours, on dirait qu'on est passé du pire au meilleur de l'humain qui essaie de sauver des vies. Et les policiers du 39 et ailleurs m'ont dit, M. Daguerre, les citoyens sortent, ils nous saluent. Et ils sont respectueux à notre égard. D'ailleurs, lors de la cérémonie du 7 juillet, j'ai été impressionné de voir le nombre de citoyens qui sont sortis des immeubles durant le défilé. Et qui sont sortis, ils ont enlevé leur chapeau. Puis ils ont respecté... Alors, je pense qu'on est grandement apprécié par la population, par le travail qui est fait. Il y a beaucoup de travail qui reste à faire, mais ça m'a beaucoup touché de voir que mes propres policiers sur le terrain, ailleurs, pas juste au 39, me disent, les gens nous saluent avec les 5 doigts de la main, pas avec un seul doigt. Non, je peux comprendre, M. Daguerre, mais quand même, cet été, puis moi, j'ai été un de ceux qui s'est vraiment choqué, qui s'est insurgé de ça. Une policière, tu sais, qui s'était faite attaquer par des gens pour une banale interpellation en lien avec une trottinette. Vous avez vu passer ça cet été-là? M. Dubé, on va faire attention. Parce que, autant que je peux être protecteur de mes policiers, je me sens comme un père de famille, autant je vous suggère de faire extrêmement attention parce que je relèverai 2-3 bûches du foyer dans cette intervention-là, lorsqu'on dit que les policières ont été tabassées. Oui. OK. Faisons preuve de retenue, puis faisons un peu attention aux paroles et aux mots, mesurons-le, parce que, encore une fois, il y a des vidéos qui circulent, et je vous dis, est-ce qu'il y a eu de la résistance à l'intervention? Absolument. Est-ce que les jeunes n'ont pas voulu collaborer? Oui. Mais faisons preuve de retenue. Bon, alors, avec retenue, ma question est quand même pertinente. Comment ça se fait que dans l'esprit de certains, c'est possible donc d'insulter les policiers? Oui. C'est possible de manquer de respect. C'est possible de ne pas voir l'uniforme et avoir un quelconque respect. Ça, on le sent quand même, M. Daguerre, en ville. Oui, absolument. Puis je vous dirais que les jeunes, surtout au niveau de la jeunesse, il y a un enjeu face à l'autorité. Toutes sortes d'autorités. L'autorité parentale, l'autorité policière, l'autorité à l'école, l'autorité... Au niveau social, il y a un enjeu majeur sur le lien avec les jeunes et l'autorité. La police étant une minorité visible, l'uniforme est une minorité visible, les gens nous voient arriver à des distances. L'aspect autoritaire est un choc envers les jeunes. Donc, pourquoi ils se le permettent? Écoutez, moi, je ne suis pas sociologue, mais je peux vous dire une chose. Je le vois au niveau enseignement, les professeurs nous en parlent. Je le vois au niveau même de la santé, au niveau des hôpitaux. Donc, il y a un enjeu sociétal au niveau de l'autorité. OK. Je veux vous entendre sur la une de la presse ce matin. OK. On se replonge dans les événements terribles, la fusillade du 22 juin dans Côte-des-Neiges. Là, il y a eu toutes sortes de vidéos qui ont circulé, il y a eu toutes sortes de choses, des commentaires sur les réseaux sociaux. Il y en avait qui avaient 1001 théories. Il y en avait qui avaient, à tort, allégué que la policière en question aurait, par erreur, ouvert le feu sur ce citoyen, cette innocente victime. Or, ce qu'on apprend dans cet article-là, c'est que c'est pas les balles de la policière qui ont causé la mort de cet honnête citoyen. OK? Vos commentaires, votre réaction comme chef de police et comment humainement parlant, comment vous avez vécu ça, comment vous avez composé avec tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est écrit sur les réseaux sociaux. Vous dites souvent, je suis un père de famille pour eux autres. Es-tu venu vous chercher? Tellement. L'article de ce matin, cette policière-là, c'est une héros pour moi. Elle a été tirée dessus.
Elle a vécu des traumas. Elle est tombée dans le coma. Elle a eu plusieurs balles. Et les gens, en même temps, sont en train de l'accuser et en train de la juger. Et aujourd'hui, ce matin, je vois cet article-là, s'il est vrai. Les informations, si elles sont vraies. Je me demande sociétalement comment les gens qui ont écrit tellement de bêtises, comment ils se sentent par rapport à elle. Parce que moi, je l'ai vue à l'hôpital, je peux vous dire une chose. C'était une héroïne. Elle a tout mon respect. 22 ans. J'en reviens pas que les gens ont été si vite sur la gâchette. Les experts. Puis ça on devrait avoir une leçon collective tous ensemble. Quand vous voyez des vidéos, ou quand vous voyez, tout à l'heure je vous ai parlé de vidéos, faisons attention aux paroles, faisons attention aux mots, ayons un peu une retenue émotionnelle collectivement, parce que cette personne-là a vécu plusieurs drames. Elle se fait tirer dessus, elle reçoit ces balles-là, elle perd son partenaire, puis elle voit une innocente victime tomber devant elle, à 22 ans. Alors, que les gens se regardent dans la face, puis qu'ils se posent des questions sur leur jugement, puis qu'il y ait un peu plus de leçons apprises. Moi, elle a toute mon admiration. Comment elle va aujourd'hui? Elle va bien. Elle va bien. Par contre, écoutez, je vous ai parlé de 3 traumas. Perdre son partenaire, recevoir des balles, perdre un citoyen, puis avoir quelqu'un qui tire sur elle, puis elle reçoit ces balles-là. Je lui souhaite qu'elle prenne le temps qu'elle a besoin, mais elle fait partie de la famille, puis je suis très fier d'elle. Fadi Daguerre, chef du SPVM, merci d'être venu en studio aujourd'hui à Cube. Merci à vous.